Par la route ou le train, pour la grande majorité d'entre eux, ils sont partis vers la montagne et la neige. Les départs cette année pour ces vacances de Noël et de Nouvel An sont nombreux. Attention à la grippe et à ses complications, un enfant en est mort hier à Besançon. Le docteur Vialat, pédiatre aux enfants malades, vous rappellera dans un instant des conseils essentiels. Peu de réactions après ce en direct de l'Élysée, autour duquel M. Giscard d'Estaing a répondu hier soir aux questions de 4 de nos confrères de la presse écrite sur la politique étrangère. Notre magazine aujourd'hui sera consacré au bilan de la saison automobile 1974 avec des extraits des compétitions qui ont été les plus marquantes. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Si l'on évite des secteurs très embouteillés et les bousculades à l'intérieur et autour des grands magasins dans les grandes villes, on peut vivre à partir d'aujourd'hui dans ces mêmes grandes villes quelques moments plus calmes et plus sereins. Tant il est vrai que depuis hier soir, les départs, en général vers la neige, sont nombreux, plus nombreux même que les années précédentes, à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Et cela en dépit, ou peut-être à cause, cela reste à déterminer, de la conjoncture difficile. À 3 jours de Noël, pratiquement toutes les stations de montagne et où les gens ne vont pas nécessairement pour skier, beaucoup s'en faut, affichent complet, et le pays devrait donc vivre jusqu'au 1er jour de janvier, un peu au ralenti. Deux jolies femmes sous la neige, ce sera le premier cliché de ces vacances 74-75. La saison s'annonce bien, et même très bien. La neige et le soleil n'ont pas manqué le rendez-vous que leur avait fixé dès ce matin une bonne partie des 2,5 millions de Français qui vont prendre cette année, entre les Alpes, les Pyrénées, le Massif central et le Jura, le chemin des pistes. Résultat, on affiche complet un peu partout, et pourtant les hôteliers et les syndicats d'initiative n'y croyaient plus. À cela, deux raisons. La conjoncture économique en général et la grève des PTT qui avait perturbé les réservations. En réalité, il y a eu quand même une certaine gêne du fait que le courrier n'arrivait pas et qu'il était difficile d'avoir les réservations et en particulier de faire régler les arts pour les réservations soit dans les hôtels, soit dans les agences. Mais actuellement, je crois que les réservations sont à peu près au niveau où elles en étaient l'an dernier à la même époque. Donc on peut s'attendre à un remplissage satisfaisant. Deuxième problème pour les hôteliers, le chauffage. Un hiver précoce et des fournitures en fioul moins importantes compromettent le confort des vacanciers. Nous allons probablement manquer de fioul l'hiver prochain. Nous avons chauffé 2 mois plus tôt que l'année dernière et nous craignons un hiver beaucoup plus rigoureux que l'hiver dernier. En plus de cela, l'hiver dernier, nous avions été privilégiés, nous avions eu un hiver relativement doux et nous avons eu une consommation de fioul extrêmement faible. Alors si nous devons recevoir que 80% de notre consommation de l'année dernière, il est certain que fin février, début mars, nous n'aurons plus de fioul pour chauffer nos hôtels. Et puis il y a les prix. Comptez entre 10 et 15% de hausse pour l'hôtellerie, la restauration et les locations de studios et d'appartements. Et prévoyez, si vous devez renouveler votre équipement de sport d'hiver, une augmentation voisine de 12%. En revanche, vous trouverez cette année un accroissement des services offerts par les stations. Vous ne devriez plus, en principe, attendre au pied des remontées mécaniques et de nombreuses installations vous permettent maintenant un ski total sur les pistes de 2 ou 3 stations. Dernier détail, les couleurs. Le blanc et le bleu seront les couleurs 74-75. Bonnes vacances. Vous avez donc pu suivre hier soir pendant 50 minutes cette émission en direct de l'Élysée, une grande première à la fois technique, journalistique et politique, au cours de laquelle le président Giscard d'Estaing a répondu pendant 50 minutes donc aux questions de 4 de nos confrères de la presse écrite. Le sujet était vaste puisqu'il englobait tous les aspects de la politique extérieure de la France, encore qu'il s'agissait surtout pour le président de la République d'expliquer les résultats de ses récentes rencontres au sommet avec messieurs Brejnev et Ford et de la réunion des 9 à Paris. Il n'y a pas eu dans tout cela de révélations spectaculaires, mais malgré tout un certain nombre de précisions, d'éclaircissements sur tel ou tel aspect de la politique extérieure de la France. Les réactions ce matin sont peu nombreuses en France ou à l'étranger. Sur le fond, nous allons revenir maintenant à l'essentiel.
Mais il y a aussi la forme, Patrice Duhamel, un cadre, un style, un ton nouveau. En effet, on retiendra d'abord le ton de cette nouvelle émission, un ton à la fois direct et feutré. Direct, car le chef de l'État, en répondant pendant 50 minutes aux journalistes, a visiblement cherché à éviter un langage trop diplomatique, même si parfois la discussion était très technique. Un ton feutré aussi, car dans ce confortable salon doré qui tient lieu habituellement de salle de réunion, on a assisté à une conversation courtoise, sans polémique et sans éclat de voix. Le président de la République, comme les journalistes, ont cherché avant tout à expliquer les derniers événements diplomatiques. M. Giscard d'Estaing, en commentant ces 3 rencontres au sommet avec M. Brejnev, avec ses partenaires européens et avec le président Ford il y a quelques jours, a présenté, a développé la ligne directrice de sa politique étrangère, c'est-à-dire la recherche de la conciliation. Une phrase résume sa pensée: lorsqu'il y a des difficultés et des divergences, a-t-il dit, il faut le dire et s'en expliquer. S'il y a un accord, il faut s'attacher à éviter les malentendus. Le président de la République a par ailleurs donné un certain nombre d'indications sur cette grande quinzaine diplomatique. Avec M. Léonid Brejnev, a-t-il dit, j'ai eu le sentiment de me trouver devant quelqu'un animé par une véritable volonté de paix. Sur l'Europe, il n'y a pas actuellement de politique étrangère commune, mais il y a eu un certain progrès en 1974. Sur le Proche-Orient, il n'y a pas d'accord possible sans la solution du problème palestinien. Enfin, à propos de la conférence sur l'énergie, nous participerons, a dit M. Giscard d'Estaing, aux réunions préparant la concertation, mais pas à celles qui prépareront éventuellement l'affrontement. Je vous propose de suivre maintenant la conclusion de ce débat en direct de 50 minutes, une conclusion au cours de laquelle M. Giscard d'Estaing présente en quelque sorte la philosophie de sa politique étrangère. Pour ma part, la politique étrangère, c'est une partie de la politique, mais ce n'est pas le rôle unique, et je dirais, c'est pas le rôle essentiel, même en réalité, d'un chef d'État. Un chef d'État doit transformer et conduire la société dans laquelle il lui a confié sa responsabilité. Alors, sur le plan de la politique étrangère, pour moi, je crois que nous passons, je l'ai dit et écrit, comme vous savez, de civilisation de groupe à une civilisation mondialiste. Je le crois profondément. C'est-à-dire que déjà, les problèmes sont des problèmes de l'espèce humaine, de l'ensemble. Et donc la politique étrangère, c'est d'essayer de trouver les règles, d'essayer de trouver les solutions qui permettront de traiter les problèmes de l'espèce. Problèmes de la survie de l'espèce, la paix, la pollution, et ainsi de suite, et problèmes du développement et du progrès de l'espèce. Ce qui fait que nécessairement la politique étrangère de la France, pour moi, à l'heure actuelle, sera une politique mondialiste et de conciliation. Bon, il y a eu d'autres époques où, par exemple, la politique étrangère de la France, c'était une politique d'agrandissement territorial. Bon, c'était naturel, la France voulait s'agrandir, une espèce d'instinct, et à ce moment-là, c'était une politique agressive, de revendication, de conquête. À l'heure actuelle, ce n'est plus du tout le cas. La France n'a aucune revendication de ce type, d'aucune sorte. Et c'est donc, à mon avis, la participation de la France à l'apparition d'un certain mondialisme des problèmes. Et c'est cela à quoi je souhaiterais contribuer. Et c'est pourquoi, pour moi, on peut vous dire, vous êtes les amis de tout le monde. Et en effet, bon, vous allez voir les Russes, vous êtes les amis des Soviétiques, vous voyez les Américains, vous êtes en bon terme avec les Américains, vous voulez organiser l'Europe, vous avez une politique arabe, n'est-ce pas, vous êtes les amis de tout le monde. Mais effectivement, je crois que notre rôle, le type d'action, c'est d'être un facteur de conciliation chaque fois que c'est possible et chaque fois que l'indépendance de notre position nous en donne les moyens. Parmi les réactions à cette intervention du chef de l'État, nous en avons choisi 2. Pour Roland Leroy, directeur de l'Humanité, sous les oripeaux d'une prétendue mondialisation des problèmes, M. Giscard d'Estaing s'est efforcé de dissimuler que sa politique est celle du retour brutal à l'atlantisme avec son cortège de sacrifices pour le peuple. M. Chalandon, pour l'UDR, a dit, en écoutant M. Giscard d'Estaing parler de façon directe et simple, les Français ont pu réaliser quel était l'effort de notre pays, la volonté d'être présent dans le monde, de faire entendre la voix de la conciliation. Voilà donc 2 des principales réactions à cette intervention. Merci Patrice. 3 décisions essentielles ressortent de la conférence de presse tenue hier par le ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Pierre Fourcade. Une simplification et un léger assouplissement de la réglementation concernant le crédit, un coup de pouce à l'épargne dont le taux d'intérêt passe de 6,5 à 7,5%, et enfin une aide de 300 millions de francs aux PME, les petites et moyennes entreprises. Tout cela entrant en vigueur le 1er janvier prochain. C'est donc à 22h30 hier soir que l'Assemblée nationale a clôturé sa session parlementaire d'automne, session qui s'était ouverte le 2 octobre. Fait le plus marquant de cette dernière journée, c'est l'adoption définitive du projet de loi sur l'avortement en 2e lecture
et après diverses modifications apportées par le Sénat. Cependant, en fin d'après-midi, 77 députés de la majorité ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel, estimant que certains aspects de cette loi ne sont pas conformes à la Constitution. Le Conseil constitutionnel dispose maintenant d'un délai d'1 mois pour faire connaître sa décision. Jacques Chirac est arrivé ce matin à Téhéran. Il est le 3e chef de gouvernement de la Ve République à se rendre en Iran, après Georges Pompidou en mai 68 et Jacques Chaban-Delmas pour les fêtes du 2500e anniversaire de l'Empire à Persépolis. Jacques Chirac va tenter d'affermir et de renforcer la coopération franco-iranienne. Une coopération surtout industrielle et commerciale, relancée par la création en février d'une commission mixte et affermie par la visite officielle en France au mois de juin du Shah d'Iran, la visite du ministre de l'Industrie français Michel Dornano en novembre à Téhéran. De tous les pays ayant vu au cours des dernières années leurs revenus considérablement augmenter du fait des réajustements des prix du pétrole, l'Iran est celui qui cherche peut-être le plus activement à s'industrialiser. La France est donc pour lui un partenaire de choix. Elle cherche à augmenter autant que faire se peut ses exportations afin que la rémunération de celles-ci lui permette justement de payer plus facilement l'augmentation de ses dépenses en pétrole et en gaz. Un partenaire de choix, non pas un partenaire privilégié. Les projets que la France propose doivent, pour l'emporter, être compétitifs, être aussi bien préparés, technologiquement aussi avancés et à des prix raisonnables pour prendre l'avantage sur des concurrents allemands, italiens, américains, voire même espagnols. La France pourrait construire le métro de Téhéran, une importante usine d'aciers spéciaux, quelques centaines de milliers de logements, des centres scolaires. L'Iran a prévu l'ouverture prochaine de quelques 30 000 nouvelles classes, des chaînes de montage d'automobiles. Renault et Peugeot souhaiteraient ainsi rejoindre à Téhéran, Citroën déjà installé et qui n'obtient qu'un succès limité. La coopération française pourrait aussi s'exercer dans le domaine de la pétrochimie, dans des projets agricoles et pour l'électrification des chemins de fer iraniens. Sans doute, M. Jacques Chirac devra-t-il évoquer avec le Shah qu'il doit rencontrer pendant le week-end, puis avec son homologue iranien Amir Abbas Oveïda, avec qui il doit avoir plusieurs heures d'entretien, la coopération nucléaire. L'Iran a déjà commandé à une entreprise française 2 réacteurs nucléaires de 900 MW chacun, un contrat de 5 à 6 milliards de francs. C'est beaucoup, mais cela pourrait être plus si l'Iran confirmait l'idée émise en juin par le Shah de commander 5 de ces réacteurs. M. Chirac, qui est accompagné de 2 ministres et de très nombreux experts, évoquera bien sûr aussi les commandes iraniennes de Concorde et le procédé français de télévision en couleur SECAM. L'hôpital américain de Neuilly a publié ce matin un bulletin de santé du grand acteur Pierre Freinet, qui a été hospitalisé il y a 3 jours. L'état de santé de Pierre Freinet, sans être alarmant, nécessite des soins attentifs pendant une durée indéterminée. Aucun diagnostic ne peut être formulé pour le moment et un nouveau bulletin de santé doit être publié lundi prochain. Pierre Freinet, qui est âgé de 77 ans, demeure l'un des plus grands noms du cinéma français. Nous lui souhaitons de se rétablir rapidement. Un enfant de 2 ans est mort hier à l'hôpital de Besançon des suites d'une grippe. C'est un fait moins rare qu'on le croit et ce décès aurait très certainement pu être évité si un médecin avait été prévenu à temps que l'enfant avait contracté le virus grippal. Aussitôt après, le corps médical de Besançon a lancé une mise en garde contre les dangers de la grippe et de ses complications, demandant notamment d'aviser immédiatement un médecin dès que tout jeune enfant ou un vieillard contracte cette maladie. Monsieur, c'est quand même très rare de mourir de la grippe et des complications de la grippe maintenant. On peut encore mourir de la grippe. Dans le passé, la mortalité des grandes épidémies était surtout due à des complications secondaires. Celles-là, on sait les éviter, les prévenir grâce aux antibiotiques. Mais sur l'agression infectieuse initiale, il n'y a pas grand-chose à faire. Ce sont des problèmes de réanimation immédiate. Est-ce qu'il y a beaucoup de grippe cette année? Il commence à y en avoir pas mal. On ne peut pas parler encore véritablement d'épidémie. Pas encore. Pas encore. Il n'y a pas, rien ne laisse supposer qu'il risque d'y avoir un risque d'aggravation de la grippe. Je ne pense pas, mais enfin les épidémies se développent quelquefois d'une façon brutale et il est toujours difficile de les prédire avant qu'elles ne soient véritablement établies. Alors, est-ce que vous pouvez donner aux téléspectateurs quelques conseils pratiques de prévention? La prévention de la grippe repose sur l'isolement des malades, d'éviter le contact avec des gens grippés. Pour les gens grippés, de limiter les contacts avec les membres de leur famille, avec leurs enfants surtout, et puis éventuellement de se faire vacciner.
Alors est-ce qu'il n'est pas trop tard de se faire vacciner maintenant, alors que la saison, si l'on Il peut est dire, a encore temps de commencé? se faire vacciner. Tout ce qu'on risque, si on est déjà en incubation de grippe, c'est que le vaccin ne nous protège pas. Mais si on doit faire la grippe un peu plus tard, on sera protégé et on a des chances de l'éviter, dans la mesure où la maladie qu'on fera sera bien liée à un virus grippal. Je vous remercie beaucoup. On a appris ce matin à Paris un coup de filet réalisé il y a maintenant 48 heures par les policiers de la région de Lyon. C'est ainsi qu'une bande de 14 spécialistes du hold-up est maintenant sous les verrous. Les premiers méfaits de cette bande remontent à février 72. Les policiers ont récupéré plusieurs millions d'anciens francs, des pistolets, des revolvers, des munitions, des faux papiers, des cagoules, bref, tout l'attirail habituel de ce genre d'individus. Les interrogatoires pour le moment se poursuivent et on saura peut-être dans les prochaines heures si on peut mettre à l'actif, si l'on peut dire, de cette bande, un ou plusieurs hold-up spectaculaires réalisés en France au cours de ces dernières années. L'affaire Beretta est donc réglée depuis quelques minutes. Le contrat de Georges Beretta pour l'Olympique de Marseille a été homologué et le joueur pourra participer demain à la rencontre Marseille-Nice. Mais voyons un peu plus près cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre. De décider que Beretta jouerait bien à Marseille. Est-ce que vous pensez que le fait d'entériner ce contrat, qui a été hier très mis en cause par la commission tripartite, est une décision sérieuse et sage? C'est une décision que nous avons prise en toute conscience entre tous les membres de la commission et nous estimons, nous, qu'elle est sérieuse et qu'elle est sage. Vous allez quand même en travers de ce qu'a décidé hier la commission tripartite? Nous n'avons pas en travers, parce que la commission tripartite a accordé la dérogation en ce qui concerne les rémunérations. Et nous, devant cette dérogation, nous homologuons. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Ça dépend de... Je ne peux pas vous dire ce que les autres commissions ou autorités supérieures vont décider. Qu'est-ce que vous pensez de la vie que... C'est l'américaine de Cindy Nelson qui, pour l'instant, est en tête de la descente de Salzbach. Elle devance la Suissesse Thérèse Nadig. Anne-Marie Preul est 7e. Quant à la Française Jacqueline Rouvier, elle occupe la 17e place. Volleyball, deuxième tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. La VGA Saint-Maur, qui recevait hier soir l'équipe de Prague en match aller, s'est inclinée assez nettement devant les Tchèques en 3-7, 15-11, 15-11, 15-13. Les premières épreuves du Cross du Figaro se déroulent actuellement au Bois de Boulogne. 29 courses, 17 000 concurrents. C'est la plus importante manifestation de cross-country du monde. Lucien Rowe et Jackie Boxberger seront les favoris de l'épreuve principale, le Cross des As, dimanche après-midi. Pour le sport automobile, 1974 a été une bonne année. La crise qui a durement touché l'industrie automobile n'a pas eu sur les compétitions les graves conséquences que l'on redoutait au mois de janvier dernier. Malgré certaines restrictions qu'elle a dû subir cette saison, la Fédération française du sport automobile peut afficher un bilan positif. Une nouvelle fois, les constructeurs et pilotes français se sont illustrés sur les routes et les circuits du monde. Patrick Depailler a été sacré champion d'Europe de Formule 2. En remportant 5 victoires sur 10 courses inscrites au calendrier, le jeune Clermontois a dominé la saison de Formule 2 comme l'avaient fait avant lui X, Beltoise, Fittipaldi, Rothman, Regazzoni, Peterson, Elwood et Jarier. Au volant d'une marche 742 d'usine, Patrick Depailler a triomphé de ses rivaux les plus sérieux, Stuck et Lafitte, tous deux pilotant également des marches. Jean-Pierre Jabouille s'est mis lui aussi en valeur en remportant notamment une victoire à Hockenheim. Parmi les espoirs, le jeune Patrick Tambay, qui effectuait sa première saison au volant d'une Formule 2, a émergé du lot. Patrick Depailler a également disputé cette année des Grands Prix de Formule 1, parvenant à terminer 9e du championnat du monde des conducteurs, un championnat âprement disputé. Ils étaient 4 en fin de saison à prétendre succéder à Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi sur McLaren, Claire Regazzoni et Niki Lauda sur Ferrari et Jody Scheckter sur Tyrrell. Le 6 octobre, Emerson Fittipaldi remportait le titre.
Au cours de cette saison de Formule 1 marquée par le retour de Ferrari au premier plan, 3 pilotes ont remporté chacun 3 grands prix. Fittipaldi, Regazzoni et Peterson. Ce dernier, malgré ses victoires, n'a pu figurer parmi les favoris dans la course au titre. Les Lotus ont été bien décevantes cette année. Souhaitons aux pilotes suédois de disposer l'an prochain d'un matériel compétitif, car il est bien le plus rapide de tous. Patrice Depailler ne fut pas le seul pilote français à s'illustrer en 1974. Jean-Pierre Beltoise réussit à décrocher une 2e place à Kyalami dans le Grand Prix d'Afrique du Sud. Il ne put malheureusement bien figurer au classement, sa BRM n'étant pas capable de rivaliser avec les McLaren, Ferrari et autres Tyrrell. Jean-Pierre Jarier, ici à Monaco, réussit à se classer 3e au volant d'une Shadow, derrière Peterson et Scheckter. Jarier, que l'on vit également cette saison au volant d'un prototype Matra, pour la dernière fois sans doute. Jean-Luc Lagardère, directeur général de Matra, a en effet décidé de ne plus participer au championnat du monde des constructeurs. Nous avons pratiquement atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. Il y a un moment tout de même où on a envie de dire on se repose, on a terminé, la plus belle victoire étant arrivée, on peut considérer qu'on a rempli sa mission. Les Matra Simca, pilotés par Beltoise, Jarier et Pescarolo Larousse, ont remporté 9 courses d'endurance sur 10. Elles ne furent dominées qu'à Monza, où les Alfa Romeo triomphèrent. Pescarolo Larousse remportait une nouvelle fois les 24 heures du Mans. Cette course aura l'an prochain un nouveau règlement visant à limiter la consommation de carburant. Brillant en prototype 3 litres Matra, Gérard Larousse le fut également en prototype 2 litres Alpine Renault. La firme française Alpine Renault a en effet remporté le championnat d'Europe des prototypes 2 litres, totalisant 7 victoires sur cette course. Dans le championnat des prototypes 2 litres, nous avons tenu avec Renault à démontrer que sur le plan technique, nous pouvions également, à travers un nouveau moteur V6, démontrer qu'en France, on était capable de développer un V6 aussi valable et si possible plus valable que ceux de nos concurrents étrangers. Alain Serpaggi, Gérard Larousse et Jean-Pierre Jabouille ont su exploiter l'exceptionnel rendement de ce moteur V6. Les responsables d'Alpine Renault ont quelque peu délaissé cette année au profit des 2 litres le championnat du monde des rallyes qu'ils avaient remporté l'an dernier. Le titre 74 est revenu à Lancia. Jean-Claude Andruet et sa coéquipière Biche Petit ont largement contribué au succès de la marque italienne. Le Tour de France Auto a été remporté par l'équipe de Guy Ligier. Une victoire attendue et méritée qui récompense ce constructeur passionné. J'ai toujours cru, et comme c'est toute ma vie, j'ai tout fait pour arriver et je pense que je commence à arriver. Tu avais une lourde suite et tu l'as assumée comme tu devais l'assumer en pro. Hein, tu fais un homme qui fait bien son métier, ça c'est terrible. Merci. Je m'en souviendrai longtemps. Moi je te remercie de m'avoir fait confiance de toute façon. La saison 1974 a été passionnante du début à la fin. Les amateurs de sport automobile souhaitent bien sûr que la saison 75 le soit aussi. En 75, sans doute verrons-nous apparaître dans les grands prix de Formule 1 des moteurs Matra montés sur des châssis Shadow. S'il renonce aux courses de prototypes, Jean-Luc Lagardère n'entend pas néanmoins abandonner la compétition. Nous avons vis-à-vis du public français, vis-à-vis des pilotes français, vis-à-vis des jeunes, encore peut-être une toute petite dette. Et cette petite dette serait d'amener un moteur français avec un pilote français à la victoire de course en Formule 1 qui reste un très grand spectacle. La course des 24 heures du Mans changera d'aspect. Déjà, certains constructeurs s'y préparent. Le deuxième rêve pour moi, ça serait de gagner les 24 heures du Mans. Si je trouve les gens pour m'aider, je pense que je peux y arriver, très franchement.
Au Mans apparaîtront sans doute des prototypes 3 litres Alpine Renault qui peut-être prendra le relais de Matra au palmarès de cette épreuve qui demeure prestigieuse. Au moment où l'on formule des vœux, souhaitons à tous les pilotes français de disposer l'an prochain de voitures compétitives. Ils pourront à nouveau exprimer leur talent dans cette discipline difficile, celle qui en tout cas nous a apporté cette année le plus de titres. Pour terminer ce journal, rappelons l'opération spéciale Noël de 24 heures sur la Une, destinée à briser l'isolement de certaines personnes âgées. Mado a 90 ans. Elle était danseuse de music-hall. Aujourd'hui, elle est aveugle et elle est seule. Mais elle a ses souvenirs, son courage et aussi sa joie de vivre. L'histoire de Mado vous sera contée par Christian Brincourt et Pierre Leherle dans le film Non à l'oubli. Non à l'oubli évoque à travers plusieurs histoires comme celle-ci le problème de l'isolement qui assombrit trop souvent la vieillesse. Cet isolement que l'on vous propose de briser au moment de Noël, au moment où les familles se réunissent, au moment où les personnes âgées isolées se sentent plus seules encore. Briser l'isolement, c'est apporter un peu de chaleur, une présence et pourquoi pas une amitié à ceux que l'on a trop souvent tendance à oublier. Briser l'isolement des personnes âgées, c'est l'objectif de Non à l'oubli. Non à l'oubli vous demande d'inviter chez vous, le jour de Noël ou le jour de l'an, une personne âgée isolée, en espérant que cette rencontre marquera le départ de relations continues. Ceux qui ne connaissent pas de cas de personnes âgées souffrant de solitude peuvent s'adresser aux services sociaux de leur mairie, aux clubs du troisième âge, dans les hospices et les maisons de retraite. Pour Noël, n'oubliez pas, Non à l'oubli. Je voudrais terminer le journal en vous lisant une dépêche en provenance de Nancy. 3000 escargots préparés, des centaines de coquilles Saint-Jacques garnies, 33 kilos de cuisses de grenouilles, du saumon fumé ont disparu la nuit dernière de 2 camions frigorifiques stationnés à Vendières, en Meurthe-et-Moselle. Alors on ne peut que souhaiter un bon appétit à ceux qui se les sont illégalement appropriés. Mesdames et messieurs, cette édition est terminée. Merci de votre attention. Je vous retrouve ce soir avec toute notre équipe à 19h45. Au revoir.